Bonjour et bienvenue aux abeilles de Fred. Je profite de l'occasion pour vous souhaiter une excellente année 2021. Dans ce premier épisode de l'année, nous allons parler d'un sujet sensible, le frelon asiatique. L'épisode a pour but de mieux connaître le cycle de vie de ce prédateur, ainsi, je l'espère, que mieux armés, nous serons plus forts pour l'affronter. Comment le reconnaître? Le frelon asiatique Vespa velutina est très facile à reconnaître car c'est la seule guêpe en Europe à posséder une couleur aussi foncée. Le frelon asiatique est à dominante noire, avec une large bande orange sur l'abdomen et un liseré jaune sur le premier segment. Sa tête vue de face est orange, et ses pattes sont jaunes aux extrémités. Il mesure entre 17 et 32 mm. Souvent appelé frelon à pattes jaunes, il a aussi la caractéristique de pouvoir faire du vol stationnaire. D'où vient-il? Comme son nom l'indique, il est d'origine d'Asie. Idem que le varroa que nous avons vu dans l'épisode 5 2020. On retrouve cette espèce dans le nord de l'Inde, en Chine ou dans les montagnes d'Indonésie. Comment est-il arrivé en France? Il semble qu'il soit arrivé en France caché dans un chargement de poterie chinoise livré dans une jardinerie de bonsaï en 2004 dans le Lot-et-Garonne. En quelques années, il a dorénavant colonisé une grande partie de la France. Mais pas uniquement, car on le retrouve au Portugal, en Espagne, sur l'île de Majorque, en Italie, en Suisse, en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas, dans les îles anglo-normandes et en Angleterre. Si aucun programme de contrôle n'est mis en place afin de limiter l'expansion de cette espèce invasive, celle-ci continuera à coloniser de nombreux territoires. De plus, ils ont montré que l'homme a facilité son passage dans le sud de l'Europe et sur l'île de Majorque. Le développement de moyens de lutte est nécessaire et devient urgent. Maintenant, intéressons-nous à son cycle de vie. Tout démarre par une reproductrice, ou gyne, ayant survécu aux rigueurs de l'hiver. Elle va fonder un nid de fondation au printemps quand les conditions climatiques sont plus adéquates. Le nid a la taille d'une balle de ping-pong. Il est constitué d'une dizaine d'alvéoles élaborées au bout d'une pédicelle fixée sur un support, en général sous un abri. La gyne va ensuite entourer le tout par une première enveloppe de protection, puis une seconde et enfin une troisième. Les matériaux de construction consistent à des fibres végétales que la femelle collecte sur du bois. Elle les broie avec ses mandibules en y ajoutant des sécrétions salivaires. De ce fait, le nid est fabriqué dans une sorte de papier. La fondatrice pond un œuf par jour et par alvéole. Quand les larves vont émerger, elle va collecter du sucre sur des plantes et chasser des insectes afin de les alimenter. Cette période est critique car elle est la seule pour réaliser toutes les tâches. Fabrication du nid, ponte, collecte de matériaux de construction et de nourriture, soins en larves, nettoyage du nid, contrôle de la température, défense du nid. Par conséquent, tout événement entraînant sa mort conduit à la mort de la colonie. Durant cette période, de nombreuses gynes entrent en compétition, combat mortel, afin de récupérer le nid. D'autres événements peuvent aussi tuer la fondatrice, si elle est tuée par un oiseau prédateur, un agent pathogène ou un parasite. Toutefois, si tout va bien pour elle, sa colonie peut se développer au cours du printemps et de l'été. Comme toutes les espèces hyménoptères sociales, la colonie va s'agrandir et ne contenir que des femelles. La reine et les ouvrières, et cela du printemps à la fin de l'été. Ce n'est qu'à partir de septembre que la colonie va entrer dans la phase de reproduction et produire des individus. Ceux-ci vont être produits de septembre à début décembre. Une fois adultes, ils quitteront après quelques jours le nid pour s'accoupler. Les mâles vont rapidement mourir, alors que les gynes, après avoir stocké les spermatozoïdes, suite à l'accouplement, vont se disperser et rechercher un endroit protégé afin de passer l'hiver endormis à l'abri. La reine à l'origine de tous les individus de la colonie va mourir courant novembre. Et à partir de ce moment-là, la colonie va commencer à décliner. Le nid se videra de ses occupants en général avant Noël. Toutefois, il n'est pas rare, selon les conditions climatiques, de trouver encore des nids habités en janvier.
Tout le monde connaît maintenant les impacts du frelon asiatique sur les colonies d'abeilles. Prédation, stress, baisse de l'activité, mortalité. Des études ont démontré que le rendement des récoltes peut diminuer si le frelon abîme des fruits comme les raisins, framboises, pêches, fraises, afin de récupérer du sucre. Ce frelon, recherchant aussi des protéines, peut à cette fin collecter de la viande sur des cadavres d'animaux, mais aussi sur des étals de marché. Des accidents liés aux attaques de frelons sont rapportés chaque année en France et en Europe, parfois mortels. Face au problème que pose le frelon asiatique, il est nécessaire de mettre en place des moyens de lutte adaptés, efficaces et sélectifs. Il est largement reconnu que les pièges actuels ne répondent que partiellement à ces critères. Aujourd'hui, alors que la France est le pays le plus envahi d'Europe, c'est aussi le pays le plus inactif sur la question. La lutte repose sur la seule mobilisation des apiculteurs. Déplorable que nos politiques ne prennent pas conscience de l'impact écologique pour la survie de la Terre. Néanmoins, nous pouvons trouver des effets d'annonce sur de nouveaux dispositifs qui devraient sortir à l'université de Tours. Plusieurs dispositifs de piégeage sélectif sont en cours de développement avec des appâts à base de phéromones et ou de répulsifs. Ces travaux devraient donner lieu à un ou plusieurs dispositifs mis à disposition d'ici 2 ans. Là, je pense que c'est encore une histoire à suivre. D'autres pistes sont potentiellement possibles, notamment avec l'utilisation d'appâts contenant un pesticide ou un champignon. L'idée est qu'une ouvrière, ramenant au nid une boulette de cet appât, pourrait contaminer et détruire sa colonie. Nous parlons ici, comme vous l'avez bien compris, de la stratégie du cheval de Troie. Outre l'utilisation de pièges, l'autre stratégie en cours d'étude consiste au repérage actif des nids, afin de détruire les colonies. Plusieurs pistes ont été envisagées et certaines sont en cours de développement. On peut citer le radiotracking, qui consiste à marquer un frelon capturé avec un émetteur, puis après l'avoir relâché, le suivre à distance avec un radar, pour localiser son nid. Les dispositifs sont cependant onéreux et lourds pour l'instant. D'autres idées sont aussi en cours d'étude, comme par exemple l'imagerie thermique, embarquée sur un drone, pour repérer les nids. À court terme, des outils de lutte efficaces, ayant été validés par les travaux sérieux, devraient faire leur apparition sur le marché. Il n'est pas certain que le frelon asiatique soit éradiqué du territoire européen, mais l'espèce devrait être ramenée à un niveau où il ne posera plus, j'espère, de problème. Là, je demande encore à voir. Par contre, il me vient une question là-dessus, c'est par qui va être faite la prise en charge financière? Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, le délai de la mise en place. Je pense que nous avons fait tous la même conclusion, qu'en priorité, le frelon capture les butineuses, ce qui augmente la probabilité de mortalité individuelle des abeilles en dehors de la ruche. Pour limiter ce risque de mortalité individuelle, les abeilles paralysent alors leur activité de vol. Les chercheurs ont montré que la présence de 6 à 8 frelons actifs fait chuter de moitié l'activité de vol de la colonie. Cette paralysie empêche alors leur approvisionnement en nectar et en pollen et réduit ainsi le stock de réserve prévu pour l'hivernage. Au-dessus de 12 frelons devant la ruche, c'est une paralysie complète de la colonie qui est observée et la mort quasi certaine. Cela engendre un effondrement brutal et la mort de la colonie en hiver par manque de ressources alimentaires. Ainsi, seuls 2,5% des colonies meurent au cours de la période d'activité du frelon, en fin d'année, novembre-décembre, suivant les régions, et 55,3% meurent entre la mi-janvier et le 1er mai. Maintenant, un coup de gueule contre l'État qui est complètement démissionnaire. Depuis la première année d'invasion, la France ne s'est jamais réellement saisie de la lutte contre le frelon asiatique. Elle a financé quelques recherches scientifiques, mais n'a jamais mis en œuvre de plan d'action visant à réduire la pression sur les ruches ou à soutenir les apiculteurs français face à cette nouvelle espèce invasive. Dans la suite, nous allons parler des différents outils et procédés qui permettent de réduire la prédation et le stress engendré par le frelon asiatique sur les colonies d'abeilles.
En attendant que la recherche mette au point une méthode d'empoisonnement des nids par un appât de type cheval de Troie ou autre, respectueux de l'environnement, il va de soi, l'apiculteur doit compter uniquement sur lui-même pour protéger ses colonies d'abeilles. Maintenant, nous allons voir quelques méthodes pour lutter contre le frelon asiatique. La première, c'est le déplacement de la ruche ou du rucher tout en entier à condition de disposer d'un autre emplacement. Cette méthode pouvait porter ses fruits à coup sûr il y a quelques années. Aujourd'hui, les zones géographiques dépourvues de frelons asiatiques deviennent rares et parfois, car elles existent, elles se trouvent trop éloignées, ou encore sans ressources florales suffisantes en fin d'été et automne pour permettre aux colonies d'abeilles de préparer leur hivernage. Il faut donc réfléchir à 2 fois avant de déplacer ces ruches. Il y a encore 2 ans en arrière, j'utilisais cette méthode et j'obtenais de très bons résultats. Malheureusement, maintenant, j'ai beau déplacer mes ruches, je suis attaqué de toutes parts par le frelon asiatique, donc je ne l'applique plus. La raquette. Je ne vous le cache pas, cela est pour moi la solution qui m'apporte le plus de plaisir, un vrai défouloir. J'ai eu le plaisir de frapper des frelons tellement forts qu'ils sont repartis en Asie directement sans billet retour et avec un gros mal de crâne. La muselière. Elle n'empêche pas 100% les frelons de tuer des abeilles, mais elle permet aux abeilles de continuer de pouvoir butiner et de ramener de la nourriture à la ruche. Le niveau de prédation est nettement moins fort en présence d'une muselière, si elle est bien positionnée et surtout bien conçue. La muselière permet aussi de réduire le stress important des abeilles qu'engendre la présence de seulement quelques frelons devant la ruche. Elle peut être positionnée de préférence plusieurs jours avant l'arrivée des frelons, ceci permettant aux abeilles de s'habituer au passage. N'hésitez pas d'aller dans le descriptif et de regarder les vidéos de Fred Soula là-dessus, c'est très intéressant. Les réducteurs d'entrée. Petit conseil, à placer lorsque la présence des frelons est confirmée. Il faudra veiller à ne pas les placer systématiquement car ces réducteurs d'entrée peuvent aussi avoir pour effet de ralentir les vitesses de retour des butineuses dans la ruche, les rendant ainsi plus vulnérables vis-à-vis du frelon. Ne pas les utiliser trop tôt afin d'éviter une jeune reine ne pouvant aller se faire féconder, mais aussi les faux bourdons de sortir de la ruche. Nous arrivons au piège type bouteille, bocaux, cage, boîte, etc. Le piège artisanal par défaut. Nous pouvons en faire avec des bouteilles coupées en 2, avec grille à reine, avec des boîtes. Vous pouvez trouver aussi des modèles du commerce type Veto Pharma. Le choix ne manque pas. Qui n'a pas rêvé de fabriquer le piège magique, celui-là qui mettrait fin à la prédation du frelon asiatique? Malheureusement, on n'y est toujours pas arrivé. Le piégeage par la contamination du nid, type cheval de Troie. Le principe est le suivant. On capture un individu, on l'enduit de produit, puis on le relâche. Il repart au nid et contamine celui-ci. Je vous conseille de regarder le reportage de Cyril sur la méthode Augustin. Le lien, bien sûr, est dans le descriptif. Protection par filet. Pour un petit groupe de ruches, il est possible d'utiliser la protection par des filets. À noter néanmoins que cela est une gêne pour effectuer les visites. Recherche du nid par l'apiculteur. Alors là, je ne suis pas fort. Je n'arrive pas à trouver les nids, car ils sont souvent en haut des arbres et sont donc cachés par la végétation et je ne les vois pas. Je les vois lorsqu'il n'y a plus de feuilles, mais malheureusement, lorsqu'il n'y a plus de feuilles, c'est trop tard dans la saison, il n'y a plus les gînes, elles ont déjà quitté le nid, donc ça ne sert à rien d'aller le détruire. En revanche, ce qui est certain, c'est l'impérative nécessité de tout mettre en œuvre au rucher pour faire diminuer le nombre de frelons devant les ruches. Abaisser la quantité de prise d'abeilles, réduire autant que possible le stress qu'il provoque et qui peut aller jusqu'à la paralysie de l'activité de butinage. Cet arrêt de butinage engendre l'arrêt de la ponte de la reine et compromet ainsi les chances de colonies d'abeilles de pouvoir préparer ses réserves de sa population pour l'hivernage. Il faut donc réaliser la mise en place des pièges très tôt au printemps et en automne pour piéger le plus grand nombre de fondatrices. En dehors de ces périodes, le piégeage ne se justifie qu'aux abords immédiats des ruchers afin de protéger les colonies en cas de prédation.
Utilisez des pièges qui permettent aux insectes non ciblés de pouvoir s'échapper grâce à des ouvertures judicieusement placées et d'un diamètre aux alentours de 5 mm. Tout en sachant que le risque zéro n'existe pas. Pour rappel, un seul nid de frelons consomme plusieurs milliers d'insectes en une année. Il faut plusieurs pièges pour protéger une ruche isolée avec un renouvellement régulier de ses appâts, qui doivent rester attractifs et correspondre aux besoins alimentaires des frelons. Des besoins qui changent tout au long de la saison et du développement de la population du nid de frelons asiatiques. C'est pour cette raison qu'un appât fonctionne à une période de l'année, puis n'intéresse plus les frelons, puis quelques temps plus tard se remet à fonctionner. Dans un même environnement, vous pouvez avoir plusieurs nids de frelons asiatiques qui ne sont pas nécessairement au même stade de développement, et dans ce cas, plusieurs types d'appâts seront attractifs. Les pièges doivent être placés de préférence le long des haies et exposés au soleil. Prenez le temps de l'observation et repérez, si possible, les couloirs de passage des frelons asiatiques en vol. Placez-y des pièges. Si la prédation est intense, la pose d'un piège supplémentaire sous la ruche et sur le toit peut s'avérer efficace pour réduire la pression des frelons. Ne jamais hésiter à changer de type d'appât. Dans un même rucher, vous pouvez tester plusieurs types d'appâts et de pièges au même moment. Quels sont les appâts? Il semblerait que le régime alimentaire du frelon asiatique soit assez varié. Les besoins alternant au cours de l'année entre glucides et protéines. Au printemps et à fin d'automne, la recherche d'une nourriture sucrée est prioritaire. En période d'élevage, les besoins de protéines apparaissent. Appât sucré. Certains utilisent le fameux mélange bière brune, sirop de cassis, vin. D'autres emploient tout simplement du jus de pomme ou bien du jus cirier, obtenu lors de la fonte de cire d'opercule, à chacun sa recette. Lorsque le nid de frelon asiatique est en pleine période d'élevage, les ressources alimentaires riches en protéines sont recherchées à cette période. Dans les appâts protéiques, on trouve la viande, le poisson, et bien sûr dans la viande, on trouve les insectes et on trouve les abeilles. Voilà, nous arrivons à la conclusion. Et pour moi, il en ressort que les pratiques de protection que nous utilisons n'apportent pas une solution à 100%, mais uniquement une régulation qui, suivant le taux de prédation, peut rester insuffisante. Par contre, il faut bien se rappeler que le régime alimentaire du frelon asiatique est assez varié. Alternance entre glucides et protéines en fonction de la saison et du développement du nid. Il semble nécessaire de changer l'appât et d'appât régulièrement, voire aussi de changer de type de piège afin d'améliorer le résultat. Il est évident que si l'invasion de frelons a été importante et difficile à maîtriser, l'apiculteur devra en tenir compte pour juger du nourrissage à apporter lors de la mise en hivernage de ces colonies. Il est certain que plus le piégeage de printemps aura été bien réalisé et plus le nombre de nids de l'année précédente détruits sera important, plus la sauvegarde des abeilles sera facilitée. Comme vous pouvez vous en rendre compte, je n'ai pas fait un inventaire précis, ni de classification sur les différents pièges car je n'ai pas le savoir pour cela. Ma connaissance sur ce sujet s'arrête à mes propres analyses faites sur mes ruchers et comme nous l'avons vu, ce qui fonctionne à une période pour moi peut être complètement inefficace à la même période pour vous. Ça y est, nous arrivons à la fin de cet épisode qui, j'espère, pourra vous aider à protéger au mieux vos abeilles. Bon courage à tous et à bientôt les apis.